La diligence déposa Zelda Lancaster au Dusty Depot d'Oklahoma City, en Oklahoma. C'était par un après-midi torride de juillet 1884. Sa malle était à côté d'elle et sa fierté en lambeaux. Elle se tenait sur le quai en bois, âgée de 23 ans et profondément humiliée. Elle regardait le véhicule qui l'avait emmenée loin de son futur mari disparaître dans la chaleur scintillante. 3 jours. C'est tout le temps qu'il avait fallu à Frederick Corral pour décider qu'elle ne convenait pas. Trop instruite, trop opiniâtre, trop tout ce qu'il ne voulait pas chez une épouse. Il avait payé son billet de retour et l'avait renvoyée comme une marchandise défectueuse. Ces derniers mots résonnaient encore à ses oreilles sur le fait qu'une femme avec autant d'éducation ne serait jamais obéissante. Le chef de gare la regarda à peine alors qu'elle peinait à soulever sa malle. Les autres voyageurs se déplaçaient autour d'elle comme l'eau autour d'une pierre. Zelda sentit le poids de l'échec peser sur ses épaules. Elle avait fait tout le chemin depuis Boston, pleine d'espoir, répondant à l'annonce de Frederick qui cherchait une épouse raffinée et instruite. Quelle idiote elle avait été de penser que ces mots signifiaient qu'il voulait vraiment quelqu'un qui puisse discuter de littérature et de mathématiques. Il voulait quelqu'un qui puisse lui lire son journal, rien de plus. « Madame, vous ne pouvez pas laisser cette malle ici », lança le chef de gare, du jus de tabac tachant le coin de sa bouche. « Nous fermons dans 1 heure. » Zelda agrippa la poignée de sa malle et tira. Elle réussit à la traîner sur quelques mètres avant que son bras ne hurle de douleur crue. Les livres reliés en cuir à l'intérieur la rendaient incroyablement lourde, mais elle préférait mourir plutôt que de les abandonner. Ils représentaient tout ce pourquoi elle avait travaillé. Chaque nuit passée à étudier à la lueur des bougies, chaque sou économisé pour les frais de scolarité à l'Académie pour femmes. Besoin d'un coup de main avec ça? La voix venait de derrière elle, profonde et chaude comme du miel chauffé au soleil. Zelda se retourna et vit un homme qui l'observait. Son chapeau était repoussé en arrière, révélant une peau bronzée par le soleil et des yeux de la couleur de la sauge en été. Il était grand et mince, avec le genre d'épaules larges qui viennent du vrai travail, pas des exercices de gymnastique. La poussière recouvrait ses bottes et les jambes de son pantalon en jean usé, et il se tenait avec une confiance naturelle, celle de quelqu'un qui est bien dans sa peau. « Je peux me débrouiller », dit Zelda automatiquement, bien que ses bras tremblants suggèrent le contraire. L'homme ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il l'étudia avec une intensité qui la rendit très consciente de sa robe de voyage froissée et des mèches de cheveux sombres qui s'étaient échappées de son chignon. « Cette malle a l'air de peser plus lourd que vous, et on m'a appris à aider les gens quand ils en ont besoin, qu'ils l'admettent ou non. » Avant que Zelda ne puisse protester, il s'était avancé et avait soulevé sa malle avec une facilité qui rendit ses mois d'indépendance si soigneusement entretenus soudainement fragiles. Il la posa sur son épaule comme si elle ne pesait rien du tout. « Où allez-vous » demanda-t-il. C'était de la question, n'est-ce pas? Zelda n'avait pas de réponse. Elle avait dépensé chaque dollar qu'elle possédait pour le voyage jusqu'au ranch de Frederick, s'attendant à devenir une épouse, à avoir enfin un foyer à elle. Le billet de retour avait été payé, mais c'était là toute l'étendue de la générosité douteuse de Frederick. Elle avait peut-être 3 $ dans son réticule et ne pouvait pas d'où aller. « La pension la plus proche, je suppose, » dit-elle, en essayant de garder une voix stable. L'expression de l'homme changea. Une lueur de compréhension traversa son visage. « Vous êtes la fiancée par correspondance, n'est-ce pas? » Celle que Carol a renvoyée. La chaleur envahit les joues de Zelda. Bien sûr, les rumeurs s'étaient déjà répandues. Dans une ville comme Oklahoma City, encore brute malgré sa croissance récente, les nouvelles voyageaient plus vite que les fils du télégraphe. « Je suis Zelda Lancaster. »« Oui, et M. Carroll m'a jugé inadapté à ses besoins. C'est sa perte. » L'homme ajusta la malle sur son épaule. « Je suis Ethan Whitmore. J'ai un ranch à environ 8 kilomètres de la ville. J'étais en ville pour chercher des provisions. » Il fit une pause, semblant peser soigneusement ses prochains mots. « J'ai aussi entendu dire que Carroll vous a renvoyé parce que vous étiez trop instruite. C'est vrai? » Zelda releva le menton, un éclair de défi dans sa poitrine malgré son épuisement. « J'ai un diplôme de l'Académie de Boston pour jeunes femmes. Je sais lire le grec et le latin. J'ai étudié les mathématiques jusqu'au calcul différentiel et j'ai lu plus de livres que M. Krill n'en a probablement vu dans sa vie. Si cela me rend inadapté, alors oui, c'est vrai. » Un lent sourire se dessina sur le visage d'Ethan, transformant ses traits de simplement beaux
en quelque chose qui coupa le souffle de Zelda. Ça me semble à peu près parfait. Je vous demande pardon. Je ne sais pas lire, dit simplement Ethan. L'aveu ne portait aucune honte, seulement une honnêteté factuelle. Je n'ai jamais eu la chance d'apprendre. Mon père est mort quand j'avais 8 ans et j'ai dû travailler pour aider à nourrir ma mère et mes sœurs. Quand elles ont été grandes et installées, j'ai pensé que j'étais trop vieux et trop stupide pour commencer. Vous n'êtes ni vieux ni stupide, dit Zelda automatiquement, son instinct d'enseignante refaisant surface. La lecture est une compétence qui peut s'apprendre à tout âge avec un enseignement approprié. Vraiment? Les yeux d'Ethan croisèrent les siens, une lueur d'espoir vacillant dans leur profondeur. Alors j'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Lancaster. J'ai besoin de quelqu'un pour m'apprendre à lire et à écrire correctement. Plus que ça, j'ai besoin d'apprendre tout ce que j'ai manqué, les mathématiques, l'histoire, tout. Et vous, vous avez besoin d'un endroit où loger et d'un moyen de gagner de l'argent. Il me semble que nous pourrions nous entraider. L'esprit de Zelda s'emballa. L'offre était inhabituelle, certainement. Mais quel choix avait-elle? Elle ne pouvait pas retourner à Boston, pas après avoir quitté son poste d'assistante d'enseignante pour cette perspective de mariage désastreuse. La pension épuiserait ses maigres fonds en quelques jours. Et il y avait quelque chose dans les yeux d'Ethan, une soif sincère de connaissance qui résonnait avec quelque chose de profond dans son âme. Que proposez-vous exactement, Monsieur Whitmore? Appelez-moi Ethan, et je propose un emploi honnête. J'ai une gouvernante, Madame Chen, qui vit dans la petite maison sur ma propriété avec son mari. Ils sont avec moi depuis 3 ans. Vous pourriez y loger aussi, dans la chambre d'amis. Ce serait convenable et respectable. En échange de m'enseigner tout ce que vous savez, je vous paierai un salaire juste et vous fournirai le gîte et le couvert. Si ça ne marche pas, je paierai votre voyage où que vous vouliez aller. C'était impulsif et peut-être insensé, mais Zelda se surprit à hocher la tête. Très bien, Monsieur Whitmore. Ethan, j'accepte votre offre. Le trajet jusqu'au ranch d'Ethan donna à Zelda son premier vrai aperçu du territoire de l'Oklahoma. La terre s'étendait en vagues ondoyantes d'herbes dorées, parfois interrompues par des bosquets de peupliers et par la terre rouge qui donnait son nom au territoire. Le ciel semblait incroyablement vaste, un dôme bleu qui faisait des rues étroites de Boston un rêve lointain. Ethan conduisait le chariot de main experte, indiquant les points de repère au fur et à mesure de leur voyage. « Ce ruisseau là-bas coule toute l'année, dit-il en désignant une ligne de végétation verte. Une bonne eau, elle ne m'a jamais fait défaut. Et ces collines au loin, c'est là que les chevaux sauvages courent parfois. C'est la plus belle chose que vous verrez jamais. Les regarder se déplacer sur la terre comme s'ils volaient. » Zelda écoutait, notant la poésie dans ses mots, même s'il ne pouvait pas les écrire. Il y avait une intelligence chez Ethan qui n'avait rien à voir avec les livres, mais tout à voir avec l'observation et la compréhension. Il lisait la terre comme elle lisait des textes, trouvant un sens dans les subtils changements de l'herbe et du ciel. « Parlez-moi de Boston, » dit Ethan alors qu'il franchissait une colline. « Je ne suis jamais allé plus à l'est que le Missouri. » Alors Zelda lui parla des rues pavées et du port rempli de navires. Elle lui parla de l'académie où les jeunes femmes se réunissaient pour apprendre des matières que la plupart des gens croyaient hors de portée de la compréhension féminine. Elle lui parla des bibliothèques qui sentaient le vieux papier et le cuir, de l'excitation de résoudre une équation difficile ou de traduire un passage de grec particulièrement ardu. « Vous aimiez cet endroit, observa Ethan. Pourquoi l'avez-vous quitté? » La question touchait au cœur du problème. Zelda resta silencieuse un moment, regardant l'herbe onduler dans le vent. Je n'étais pas marié à 23 ans. Les autres enseignantes commençaient à me voir comme une vieille fille, quelqu'un à plaindre. Et je suppose que je voulais plus que d'être une assistante pour toujours. Je voulais ma propre maison, ma propre famille. L'annonce de Frederick parlait de vouloir une femme instruite, quelqu'un pour aider à construire une vie cultivée à la frontière. Je pensais que je pourrais peut-être avoir les deux, la vie intellectuelle que j'aimais et le bonheur domestique que je désirais. Et au lieu de ça, vous avez eu Frederick Carryle, qui ne pouvait pas supporter une femme qui en savait plus que lui. Précisément. Ethan fit un bruit qui aurait pu être du dégoût. Je connais Fred depuis 5 ans. Il est bon avec le bétail et il paye ses dettes maintenant, mais il a l'imagination d'un piquet de clôture et le tempérament qui va avec. Vous êtes mieux sans lui. La maison du ranch apparut au détour d'un virage, et Zelda sentit son souffle se couper. Elle n'était pas grande,
mais elle était bien construite, avec une large véranda et de vraies fenêtres en verre qui captaient le soleil de l'après-midi. Une grange se tenait à proximité, peinte en rouge et blanc, et elle pouvait voir du bétail parsemant le paysage au-delà. Des poules grattaient dans une cour et un chien sortit de la véranda, la queue battante. « C'est magnifique, » dit Zelda, sincèrement. Une lueur de fierté traversa le visage d'Ethan. « J'ai construit la plus grande partie moi-même avec l'aide de la famille Chen. J'ai commencé avec juste une cabane il y a 5 ans, mais je l'ai agrandie petit à petit. J'ai 200 têtes de bétail maintenant et j'économise pour étendre les pâturages. » Une femme sortit de la maison, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle était chinoise, peut-être 40 ans, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. Un homme la suivit, plus grand et plus large, son visage buriné par le soleil et le vent. Madame Chen, Monsieur Chen, lança Ethan en arrêtant le chariot. Voici Mademoiselle Zelda Lancaster. Elle va loger dans votre chambre d'amis et travailler comme mon enseignante. Les yeux de Madame Chen s'écarquillèrent légèrement, mais elle se reprit vite, s'avançant avec un sourire accueillant. Enseignante, c'est merveilleux. Ethan a besoin d'un bon enseignement depuis longtemps. Venez, Mademoiselle Lancaster, laissez-moi vous montrer où vous allez loger. La chambre d'amis était petite mais propre, avec un lit étroit, une table de toilette et une fenêtre qui donnait sur la prairie. Quelqu'un avait placé des fleurs sauvages dans un bocal sur la petite table, une touche de beauté qui serra la gorge de Zelda d'une émotion inattendue. La maison a 2 chambres et une pièce à vivre principale, expliqua Madame Chen. Mon mari et moi avons la plus grande chambre. Vous aurez votre intimité ici. Nous prenons le petit déjeuner à l'aube, le dîner à midi et le souper au crépuscule. Vous êtes la bienvenue pour vous joindre à nous, ou Ethan a dit qu'il vous donnerait une allocation pour les repas si vous préférez manger à la maison principale. Manger avec vous serait charmant, si cela ne vous dérange pas, dit Zelda. L'idée de manger seul dans la maison principale avec Ethan semblait trop intime, trop inhabituelle. Madame Chen hocha la tête avec approbation. Bien. Je vais vous le dire franchement, Mademoiselle Lancaster. Ethan Whitmore est un homme bon. Il nous a aidés, mon mari et moi, comme personne d'autre ne le voulait. Nous n'avions nulle part où aller et il nous a donné du travail et un foyer sans poser de questions. Il travaille dur, il est honnête et il traite les gens équitablement. Vous serez en sécurité ici. Cette assurance apaisa quelque chose d'anxieux dans la poitrine de Zelda. Merci, Madame Chen. J'apprécie votre gentillesse. Ce soir-là, après un souper de haricots et de pain de maïs simple mais satisfaisant, Ethan apparut à la porte des Chen avec une brassée de fournitures. Il avait du papier, des crayons, de la craie et une ardoise, toutes neuves du magasin général. Je me suis dit qu'on en aurait besoin, dit-il presque timidement. Pour les leçons, Zelda prit les fournitures, touchée par son empressement. C'est parfait. Devrions-nous commencer demain? Ce soir, dit Ethan immédiatement. Si vous n'êtes pas trop fatigué, j'ai attendu 30 ans pour apprendre à lire. Je ne veux pas attendre un jour de plus. Ils s'installèrent sur la véranda de la maison principale où la lumière du soir était encore bonne. Zelda disposa l'ardoise et la craie, réfléchissant par où commencer. Ethan s'assit en face d'elle, ses grandes mains jointes sur la table, la regardant avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. « Nous allons commencer par l'alphabet, » dit Zelda en dessinant la première lettre. « C'est un A. Il fait le son A, comme dans arbre, ou AI, comme dans chaîne. » Ethan se pencha en avant, étudiant la lettre comme si elle contenait les secrets de l'univers. Quand Zelda lui tendit la craie, il la prit avec précaution, ses doigts cailleux maladroits autour du petit morceau. Sa première tentative de copier la lettre fut tremblante, les lignes inégales. « Comme ça ?» demanda-t-il. « Exactement comme ça, » dit Zelda chaleureusement. « Vous êtes déjà en train d'écrire. » Maintenant, continuons. Ils travaillèrent jusqu'à ce que la lumière baisse, parcourant l'alphabet lettre par lettre. Ethan était intensément concentré, posant des questions sur les sons et les formes, son esprit clairement vif, même si sa main n'était pas entraînée. Quand Zelda mit finalement fin à la leçon, il parut presque déçu. « Même heure demain ?» demanda-t-il. « Même heure demain » acquiesça Zelda. « Mais Ethan, vous devez vous entraîner. Copiez ces lettres jusqu'à ce que vous puissiez les faire sans réfléchir. La mémoire musculaire est aussi importante que la connaissance. »« Je le ferai, » promit-il. « Je m'entraînerai à chaque moment de libre que j'aurai. » Et il le fit.
Au cours des jours suivants, Zelda découvrit qu'Ethan ne ressemblait à aucun élève qu'elle avait jamais eu. Il abordait l'apprentissage avec une détermination féroce, s'entraînant à écrire ses lettres en prenant son petit déjeuner, déchiffrant des mots en travaillant avec le bétail, portant une petite ardoise dans sa poche pour pouvoir écrire dès qu'il avait un moment de libre. Ses mains, si habiles à manier le lasso et à construire, apprirent lentement la compétence différente de former des lettres et des mots. En une semaine, il pouvait écrire son nom. En deux, il pouvait lire des phrases simples. Ses progrès étaient remarquables, alimentés par des années de désir refoulé d'accéder au monde de l'écrit. Pourquoi n'avez-vous jamais engagé quelqu'un pour vous apprendre avant? Demanda Zelda un soir alors qu'ils étaient assis sur la véranda, travaillant sur un livre de lecture de base qu'elle avait créé à partir de ses propres connaissances. Ethan resta silencieux un moment, son doigt suivant les mots sur la page. La fierté surtout. Je ne voulais pas que les gens sachent que je ne savais pas lire. Ici, la réputation d'un homme compte. Si les gens pensent que vous êtes ignorant, ils essaieront de vous tromper. J'ai appris à me débrouiller en faisant lire les documents par des gens de confiance, en faisant ma marque au lieu de signer mon nom. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, comme s'il y avait tout un monde juste hors de ma portée. Et maintenant, incita doucement Zelda. Maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un a ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. Il leva les yeux de la page, croisant son regard. Vous m'avez donné quelque chose d'incroyable, Zelda. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point cela signifie. La sincérité dans sa voix serra la poitrine de Zelda. C'est vous qui faites le travail. Je ne fais que vous guider. C'est plus que ça. Ethan posa le livre, son expression sérieuse. Vous croyez que je peux le faire. Vous ne me traitez pas comme si j'étais stupide ou lent. Vous m'enseignez simplement comme si c'était de la chose la plus naturelle du monde. Cette confiance compte plus que vous ne le pensez. Alors que l'été se transformait en août, leurs leçons s'étendirent au-delà de l'alphabétisation de base. Ethan absorbait les connaissances comme une terre desséchée absorbe la pluie. Ils passèrent des livres de lecture simples aux journaux, et Zelda regarda son visage s'illuminer la première fois qu'il lut un article complet par lui-même. Elle l'initia à l'arithmétique au-delà du simple comptage, lui montrant comment calculer les pourcentages et les taux d'intérêt, des connaissances qui lui seraient très utiles pour gérer les finances de son ranch. La banque a calculé les intérêts de mon prêt, dit Ethan un après-midi, en travaillant sur un problème que Zelda lui avait donné. Je ne l'ai jamais remis en question parce que je ne pouvais pas vérifier leurs chiffres, mais en regardant ça maintenant, je pense qu'ils m'ont peut-être surfacturé. Ils passèrent l'heure suivante à examiner ses relevés bancaires, Ethan lisant les documents lui-même pour la première fois. Quand ils eurent fini, sa mâchoire était serrée d'une colère contenue. 3 ans, dit-il doucement. Doucement. 3 ans à payer trop cher parce que je ne savais pas assez bien lire pour vérifier. Maintenant, vous le pouvez, souligna Zelda, et vous pouvez aller à la banque demain et exiger une correction. Grâce à vous. Ethan la regarda, quelque chose de chaud et de profond dans son regard. Vous changez ma vie, Zelda. Chaque jour, vous changez tout. L'intensité de ces mots coupa le souffle de Zelda. Au fil des semaines passées à lui enseigner, elle avait appris à connaître Ethan d'une manière qui allait au-delà de l'élève et de l'enseignante. Elle savait qu'il se levait avant l'aube pour vérifier le bétail, qu'il chantonnait doucement quand il pensait que personne n'écoutait, qu'il avait un faible pour les chats de la grange et s'assurait toujours qu'ils avaient du lait. Elle savait qu'il était d'une gentillesse sans faille avec la famille Chen, qu'il payait des salaires justes et n'élevait jamais la voix avec colère. Elle connaissait la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, le son de son rire, la manière prudente dont il tenait un crayon, comme si c'était quelque chose de précieux. Et quelque part en chemin, sans vraiment le vouloir, elle avait commencé à tomber amoureuse de lui. La prise de conscience vint un soir de fin août, lorsqu'un orage traversa la prairie. Zelda se tenait à sa fenêtre, regardant la foudre fendre le ciel, et se surprit à s'inquiéter pour Ethan, dehors pour vérifier le bétail. Quand elle le vit revenir à cheval sous la pluie, sain et sauf, le soulagement qui l'inonda fut si intense qu'il la mit presque à genoux. Ce n'était pas l'affection modérée qu'elle avait ressentie pour Frederick Carryle, construite sur des lettres et des attentes. C'était quelque chose de sauvage et de féroce, enraciné dans la proximité quotidienne et une connexion authentique. Elle aimait son esprit et sa détermination. Elle aimait sa gentillesse et sa force.
Elle aimait la façon dont il la regardait comme si elle avait décroché la lune, la façon dont il traitait ses connaissances comme précieuses plutôt que menaçantes. Mais que pouvait-elle faire de cet amour? Elle était son employée, son enseignante. Il n'avait jamais indiqué qu'il la voyait comme autre chose. L'arrangement était censé être professionnel, bénéfique pour les deux parties, mais rien de plus. Zelda ne pouvait pas risquer sa position en révélant des sentiments qui pourraient ne pas être réciproques. Elle décida de garder pour elle ses émotions grandissantes, de maintenir la distance professionnelle que leur situation exigeait. C'était la chose sensée à faire, la chose pratique. Mais le bon sens et le pragmatisme n'avaient jamais tenu compte de la façon dont son cœur bondissait quand Ethan lui souriait, ou de la façon dont sa peau semblait se réchauffer lorsque leurs mains se frôlaient accidentellement en lui tendant un livre. Septembre apporta des nuits plus fraîches et le début des couleurs d'automne dans les peupliers. La lecture d'Ethan avait progressé au point où il pouvait s'attaquer à des textes plus complexes. Zelda l'initia à la poésie, observant son visage alors qu'il parcourait Wordsworth et Whitman, déchiffrant les mots puis s'arrêtant pour en absorber le sens. « Je n'ai jamais su que les mots pouvaient me faire ça », dit-il un soir en lisant un passage de Feuilles d'herbe. Je connaissais les chansons et les histoires que les gens racontaient, mais c'est différent. C'est comme de la musique et de la peinture combinée, sauf que ce ne sont que des mots sur une page. C'est la beauté de la littérature, dit doucement Zelda. Elle nous permet de vivre le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, de ressentir des choses que nous ne pourrions jamais ressentir autrement. Ethan leva les yeux de la page. « Lisez-moi quelque chose. Je veux entendre comment c'est censé sonner. » Zelda prit le livre, trouvant l'un de ses passages préférés. Sa voix montait et descendait avec le rythme des vers de Whitman, les mots coulant comme de l'eau. Quand elle eut fini, Ethan la fixait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Vous êtes belle quand vous lisez, dit-il doucement. Je le pense depuis cette première leçon. La façon dont vous aimez les mots, la façon dont vous leur donnez vie, c'est comme regarder quelqu'un faire de la magie. » La chaleur monta au cou de Zelda. « J'apprécie simplement la bonne écriture. C'est plus que ça. » Ethan posa le livre, se penchant en avant. « Zelda, ces 2 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Et ce n'est pas seulement à propos d'apprendre à lire, bien que cela ait été incroyable. C'est à propos de passer du temps avec vous, d'apprendre à vous connaître. J'attends nos leçons avec plus d'impatience que toute autre chose dans ma journée, et pas à cause de l'éducation. » Le cœur de Zelda martelait contre ses côtes. « Ethan, laissez-moi finir, dit-il, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions convenu. Je sais que vous êtes venu ici pour enseigner, et je vous ai promis un emploi professionnel, mais je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens pas quelque chose de plus. Vous êtes brillante, gentille et passionnée par l'apprentissage. Vous voyez de la valeur dans des choses que d'autres ignorent. Vous avez vu de la valeur en moi quand je n'étais qu'un rancher illettré. Je suis en train de tomber amoureux de vous, Zelda. En fait, je pense que je suis tombé amoureux de vous ce premier jour à la gare, quand vous avez relevé le menton et déclaré votre éducation avec une telle fierté. » Des larmes piquèrent les yeux de Zelda. Je pensais être la seule à ressentir ça. J'ai essayé si fort de maintenir des limites appropriées, de ne pas laisser paraître mes sentiments. Alors vous le ressentez aussi. L'espoir illumina le visage d'Ethan. « Oui, murmura Zelda, je vous aime, j'aime votre esprit, votre cœur et votre détermination. J'aime qui vous êtes et qui vous devenez. J'aime vous enseigner, mais plus que ça, j'aime simplement être près de vous. » Dan se leva, contournant la table pour prendre ses mains dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses de callosité, chaudes et solides. « Zelda Lancaster, je sais que je ne suis pas ce que vous attendiez en venant dans l'Ouest. Je sais que je ne suis pas instruit ou raffiné, mais je vous promets ceci. Je passerai le reste de ma vie à apprendre et à grandir. Je serai un homme digne de votre intelligence et de votre amour, et je ne vous ferai jamais, jamais sentir que vous devez être moins que ce que vous êtes. Vous êtes déjà digne, dit Zelda en se levant pour le rejoindre. Vous l'avez toujours été. L'éducation ne détermine pas la valeur d'une personne. Vous êtes bon, honnête et travailleur. Vous traitez les gens avec respect et gentillesse. Ce sont les choses qui comptent. Alors épousez-moi, dit Ethan. Le mot était simple, mais lourd de sens. Soyez ma femme, pas mon enseignante. Bien que j'espère que vous n'arrêterez jamais de m'enseigner,
car je n'arrêterai jamais de vouloir apprendre de vous. Laissez-moi vous aimer comme vous méritez d'être aimé, en tant qu'égal et partenaire. Oui, souffla Zelda. Oui, je vous épouserai. Ethan prit son visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes qui avaient coulé sur ses joues. Quand il l'embrassa, ce fut doux et respectueux, une promesse scellée par le toucher. Zelda se pencha contre lui, se sentant en sécurité, chérie et totalement, complètement aimée. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard, une affaire simple à la petite église d'Oklahoma City. Madame Chen fut témoin, rayonnante de joie, tandis que Monsieur Chen serrait la main d'Ethan avec une approbation solennelle. Le pasteur, un homme au visage bienveillant nommé Reverend Thompson, célébra la cérémonie avec chaleur, parlant de partenariat et de respect mutuel d'une manière qui fit penser à Zelda qu'il comprenait vraiment ce que le mariage devrait être. Ethan lui avait acheté une bague, un simple anneau d'or qui lui allait parfaitement. Quand il la glissa à son doigt, sa main était stable, ses yeux brillants de bonheur. Zelda ne s'était jamais sentie plus certaine de quoi que ce soit dans sa vie qu'à ce moment-là, promettant d'aimer et de chérir cet homme remarquable. Ils organisèrent une petite célébration au ranch. Madame Chen prépara un festin qui semblait couvrir chaque surface de la table à manger. Des voisins vinrent offrir leurs félicitations et Zelda se retrouva accueillie dans la communauté avec une chaleur à laquelle elle ne s'attendait pas. Ces gens de la frontière, aussi rudes et pratiques qu'ils puissent en paraître, valorisaient la substance plutôt que la prétention. Ils appréciaient qu'Ethan ait trouvé quelqu'un qui le rendait heureux, et ils étaient curieux de connaître la femme instruite de Boston qui avait choisi de rester. « Je n'aurais jamais pensé voir Ethan Whitmore marié », dit l'un des plus vieux ranchers, en serrant la main de Zelda avec un plaisir sincère. « C'est un homme bon, l'un des meilleurs. Prenez soin l'un de l'autre maintenant. » Alors que la nuit tombait et que les invités partaient, Ethan et Zelda se tenèrent sur la véranda de la maison principale, regardant les étoiles apparaître dans le vaste ciel de la prairie. La maison était vraiment la leur maintenante. Madame Chen, ayant insisté sur le fait que les jeunes mariés avaient besoin de leur intimité, elle et son mari avaient déménagé les affaires de Zelda dans la maison principale cet après-midi-là, les arrangeant dans la chambre avec une efficacité pleine de tact. « Es-tu heureuse ?» demanda Ethan, son bras autour de la taille de Zelda. « Incroyablement, » dit Zelda, se penchant dans sa chaleur. « Je suis venu dans l'Ouest en attendant une vie et j'ai trouvé quelque chose de complètement différent, quelque chose de mieux. Frederick Carell m'a rendu le plus grand service de ma vie quand il vous a renvoyé, dit Ethan. S'il vous avait gardé, je ne vous aurais jamais rencontré. Alors je suppose que je devrais être reconnaissante pour son manque de clairvoyance. » Zelda se tourna pour faire face à son mari, s'émerveillant encore de ce mot. Mari, le sien, bien que je doute qu'il le voie de cette façon. Son regret, ma joie. Ethan l'embrassa sur le front, puis sur les joues, et enfin sur les lèvres. « Viens à l'intérieur, Madame Whitmore. Laisse-moi te montrer à quel point j'aime avoir une femme trop instruite. » Leurs premiers mois de mariage furent une révélation. Zelda s'attendait à ce que la vie conjugale implique des compromis et des ajustements, et ce fut le cas, mais pas de la manière qu'elle avait anticipée. Au lieu de se sentir contrainte, elle se sentit libérée. Ethan voulait sincèrement son opinion sur tout, de la gestion du ranch à la rotation des cultures, en passant par le choix du taureau à acheter pour la reproduction. Il écoutait quand elle expliquait les mathématiques des coûts de l'alimentation par rapport au prix du bétail, et il mettait en œuvre ses suggestions sur la tenue des registres, ce qui leur permettait de suivre les dépenses et les profits avec une précision sans précédent. À son tour, Zelda apprit les rythmes de la vie du ranch. Elle apprit à lire le ciel pour les changements de temps, à comprendre les signes indiquant qu'une vache était sur le point de véler, à apprécier la satisfaction du travail physique. Elle aida Madame Chen avec le jardin, apprenant à faire pousser des légumes dans le sol de l'Oklahoma. Elle apprit à monter à cheval correctement, Ethan lui enseignant avec la même patience qu'elle lui avait montrée pendant les leçons de lecture. Leurs leçons du soir continuèrent, mais elles avaient évolué. Maintenant, ils lisaient ensemble, discutant des idées et des interprétations. Ethan avait développé un amour particulier pour l'histoire, fasciné par les récits de la Rome et de la Grèce antique. Il posait des questions réfléchies, faisant des liens entre les événements historiques et la politique contemporaine qui montraient une compréhension sophistiquée de la nature humaine. « Si j'avais su que l'apprentissage pouvait être comme ça, dit-il un soir,
en fermant un volume sur la République romaine, je me serais battu plus fort pour trouver un moyen quand j'étais jeune. Tu apprends maintenant, souligna Zelda. C'est ce qui compte. Et Ethan, tu dois comprendre que tu m'as appris tout autant que je t'ai appris. Tu m'as montré différentes façons de savoir, différents types d'intelligence. Tu lis la terre et les animaux avec une compétence que je ne pourrais jamais égaler. Tu comprends les modèles météorologiques et les systèmes écologiques d'une manière qu'aucun livre ne pourrait entièrement capturer. L'intelligence ne se résume pas à l'éducation formelle. Ethan la serra contre lui, l'embrassant sur le sommet de la tête. On fait une bonne équipe, toi et moi. La meilleure équipe, acquiesça Zelda. Alors que l'automne se transformait en hiver, Zelda commença à soupçonner que leur partenariat allait s'étendre d'une nouvelle manière. Elle n'avait plus ses règles. Son corps se sentait différent, et certaines odeurs qui ne l'avaient jamais dérangé auparavant lui donnaient maintenant la nausée. Quand elle partagea ses soupçons avec Madame Chen, le visage de la femme plus âgée s'illumina de joie. Un bébé. Oh, mademoiselle Zelda, c'est une nouvelle merveilleuse. L'avez-vous déjà dit à Ethan? Pas encore, admit Zelda. Je veux être certaine d'abord. Et Madame Chen, s'il vous plaît, appelez-moi Zelda. Nous sommes amis depuis des mois maintenant. Madame Chen sourit, serrant la main de Zelda. Alors vous devez m'appeler Lily, et vous devriez le dire à Ethan bientôt. Il sera fou de joie. Zelda attendit ce soir-là, quand elle et Ethan étaient installés dans leur chambre, le travail de la journée terminé. Il s'entraînait à écrire, copiant des passages d'un livre d'essai, sa main maintenant stable et sûre. « Ethan, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. » Il posa immédiatement son crayon, lui accordant toute son attention. « Qu'est-ce que c'est? Je suis presque certaine d'être enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Pendant un moment, Ethan la fixa simplement. Puis son visage s'illumina du plus large sourire que Zelda ait jamais vu. Il se leva, traversa la pièce en deux enjambées et la prit dans ses bras avec une douceur qui démentait son excitation. « Un bébé, répéta-t-il, l'émerveillement dans la voix. « Nous allons avoir un bébé, Zelda. C'est incroyable. Es-tu heureuse? As-tu peur? De quoi as-tu besoin? » Zelda rit, le serrant fort. « Je suis à la fois heureuse et effrayée. Et ce dont j'ai besoin, c'est exactement ce que tu me donnes déjà. Ton amour et ton soutien. Tu auras ça toujours, promit Ethan, et notre enfant aura quelque chose que je n'ai jamais eu. La chance d'apprendre dès le début. Nous enseignerons tout à notre fils ou notre fille ensemble. Notre enfant aura beaucoup de chance, dit Zelda, ses mains se posant sur son ventre encore plat. De la chance d'avoir un père qui valorise la connaissance et une mère qui valorise la sagesse pratique. De la chance de grandir dans un foyer rempli d'amour et de respect. L'hiver passa doucement. La grossesse de Zelda se déroula sans complications majeures, bien qu'elle se fatigue plus facilement et doive abandonner certaines de ses activités les plus ardues. Ethan devint encore plus prévenant, prenant en charge des tâches qu'elle gérait auparavant et s'inquiétant de sa santé avec une intensité à la fois attachante et parfois frustrante. « Je suis enceinte, pas invalide », lui rappela-t-elle quand il essaya de l'empêcher de porter un petit panier de linge. « Je sais, » dit Ethan, prenant le panier quand même. « Mais fais-moi plaisir. Je n'ai jamais fait ça avant et je veux m'assurer que vous êtes tous les deux en sécurité. » Lily Chen se révéla inestimable, partageant les connaissances de ses 3 propres grossesses en Californie avant qu'elle et son mari ne viennent en Oklahoma. Elle enseigna à Zelda la nutrition et l'exercice, la préparation à l'accouchement et les soins à un nouveau-né. Les 2 femmes passèrent de longs après-midi d'hiver ensemble à coudre des vêtements de bébé et à parler de tout, de la médecine chinoise au mouvement suffragiste américain. « Vous vous êtes fait une belle vie ici, observa Lily un jour, son aiguille se déplaçant régulièrement à travers le coton doux. Différente de ce que vous aviez prévu. Mais belle, meilleure que ce que j'avais prévu, corrigea Zelda. Si j'avais épousé Frederick, j'aurais été malheureuse. Ici, j'ai un but, un partenariat et de l'amour. Le printemps arriva avec une explosion de fleurs sauvages et de nouveaux veaux. Le ventre de Zelda avait gonflé de manière impressionnante, et elle sentait maintenant le bébé bouger constamment, de petits battements et coupes de pieds qui ne cessaient de l'émerveiller. Ethan aimait placer sa main sur son ventre et sentir les mouvements, son visage toujours rempli d'émerveillement devant la vie qu'ils avaient créée ensemble. « As-tu pensé à des prénoms ?» demanda-t-il un soir alors qu'ils étaient assis sur la véranda,
regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances et d'orange et de rose. J'ai quelques idées, dit Zelda. Pour un garçon, peut-être Daniel, cela signifie Dieu est mon juge, et j'ai toujours aimé le son de ce prénom. Daniel Whitmore, testa Ethan. J'aime ça. Et pour une fille, Rose, dit immédiatement Zelda. C'était le nom de ma grand-mère, et c'est elle qui a encouragé mon éducation quand tout le monde disait que c'était peu pratique. Rose Whitmore. Ethan sourit, magnifique, comme sa mère sera magnifique. Le bébé arriva fin avril, pendant un orage qui secoua les fenêtres et rendit le monde gris de pluie. Lily assista Zelda pendant le travail. Sa présence calme et ses mains expérimentées apportèrent à la fois réconfort et aide pratique. Ethan faisait les 100 pas devant la porte de la chambre, interdit d'entrer par une tradition de longue date, mais clairement désespéré d'être près de sa femme. Quand le bébé sortit enfin avec un cri vigoureux, Lily le nettoya rapidement et le plaça dans les bras de Zelda. Un fils, annonça-t-elle en ouvrant la porte pour laisser entrer Ethan. Un fils en bonne santé et fort. Ethan entra dans la pièce comme un homme dans un rêve, les yeux fixés sur le paquet dans les bras de Zelda. Quand il s'assit à côté d'elle sur le lit, ses mains tremblaient légèrement en touchant le petit poing du bébé. Des larmes coulaient sur ses joues sans honte. « Il est parfait », murmura Ethan. « Zelda, il est absolument parfait. » « Daniel, dit doucement Zelda en regardant leur fils. « Daniel Whitmore. »« Bienvenue au monde, petit. » Daniel se révéla être un bébé content, tétant bien et dormant par tranches raisonnables. Ethan fut un père dévoué dès le premier instant, manipulant son fils avec une douceur qui démentait ses mains rudes. Il chantait pour Daniel, lui parlait constamment et lui promettait un avenir rempli d'opportunités. « Tu apprendras tout, » dit Ethan à son fils, le berçant contre sa poitrine pendant que Zelda se reposait. Tu apprendras à lire, à écrire et à compter. Tu apprendras à attraper le bétail au lasso et à lire le ciel. Ta mère et moi t'apprendrons à valoriser à la fois la connaissance et la compétence pratique, à respecter toutes les personnes quelles que soient leurs circonstances. Tu seras un homme bon, Daniel, un homme instruit et un homme sage. En les regardant ensemble, Zelda sentit son cœur se gonfler d'un amour si intense que c'en était presque douloureux. C'était la famille dont elle avait rêvé, le partenariat qu'elle avait désiré, non pas construit sur la prétention ou les attentes sociales, mais sur une connexion authentique et un respect mutuel. Alors que Daniel passait du stade de nourrisson à celui de bambin, le ranch prospérait. La nouvelle alphabétisation d'Ethan lui permit de négocier de meilleurs prix pour son bétail, de comprendre les contrats avant de les signer, de gérer ses finances avec précision. Zelda tenait les comptes, ses compétences mathématiques garantissant que chaque dollar était comptabilisé et sagement dépensé. Ensemble, ils construisirent quelque chose de remarquable, un ranch prospère qui fonctionnait sur des principes d'équité et d'intelligence. Quand Daniel eut 2 ans, Zelda tomba de nouveau enceinte. Cette grossesse semblait différente de la première, plus facile à certains égards et plus difficile à d'autres. Elle était plus fatiguée, courant après un bambin actif tout en portant un autre bébé, mais elle était aussi plus confiante, sachant à quoi s'attendre. Leur fille arriva à l'automne pendant la saison des récoltes et des températures plus fraîches. Rose Whitmore entra dans le monde avec moins de drame que son frère, se glissant dans les bras de Zelda comme si elle avait attendu patiemment le bon moment. Elle avait les yeux d'Ethan et les cheveux sombres de Zelda, et dès ses premiers jours, elle afficha un tempérament serein qui lui était entièrement propre. « Maintenant, nous sommes complets, » dit Ethan, tenant Rose pendant que Daniel grimpait sur le lit pour rencontrer sa sœur. « 2 enfants, tous 2 en bonne santé et beaux. »« Bénis, » corrigea doucement Zelda. « Nous sommes bénis au-delà de toute mesure. Les années qui suivirent furent pleines et riches. » Daniel commença les leçons à 4 ans, apprenant ses lettres avec la même intensité que son père avait montré. Rose suivait son frère en tout. Sa curiosité était sans fin. Ethan continua sa propre éducation, passant à des textes de plus en plus complexes et développant un intérêt particulier pour les sciences agricoles. Il commença à expérimenter différentes techniques de pâturage, mettant en œuvre des idées qu'il avait lues dans des revues que Zelda l'aidait à obtenir de l'Est. Les ranchs s'agrandit. Ils achetèrent des terres adjacentes, augmentant leurs troupeaux et se forgeant une réputation de bétail de qualité et de transactions équitables.
D'autres ranchers commencèrent à demander conseil à Ethan et il fut élu à l'association locale des éleveurs, où son alphabétisation et ses compétences analytiques firent de lui un membre précieux. Zelda créa une petite école sur leur propriété, enseignant non seulement à ses propres enfants, mais aussi aux enfants des ranchers voisins et aux quelques familles qui vivaient dans les environs. Elle enseignait la lecture et les mathématiques, les sciences et la littérature, offrant une éducation à tout enfant dont les parents voulaient qu'il apprenne. Certaines personnes la critiquaient, suggérant que trop d'éducation rendait les gens insatisfaits de la vie de ranch. Mais Zelda persista. Elle croyait au pouvoir de la connaissance pour améliorer les vies et elle était déterminée à offrir des opportunités qui n'existeraient peut-être pas autrement. Quand Daniel eut 8 ans et Rose 6, Ethan suggéra un voyage à Boston. Je veux voir d'où tu viens, expliqua-t-il. Je veux comprendre l'endroit qui t'a façonné et je veux que nos enfants voient qu'il y a un monde plus vaste au-delà de l'Oklahoma. Le voyage fut une aventure, ils voyagèrent en train. Les enfants se pressaient contre les fenêtres pour voir le paysage changeant. Zelda regardait Ethan lire les journaux qu'ils achetaient dans diverses gares. Elle le regardait aider Daniel avec sa propre lecture. Elle le regardait expliquer la géographie qu'il traversait à Rose. C'était un homme différent de celui qui avait ramassé sa malle à la gare 6 ans auparavant. Instruit maintenant, confiant d'une manière qui allait au-delà de la capacité physique. Boston impressionna et submergea la famille à part égale. La foule et le bruit, les grands immeubles et le port animé, la densité même de l'humanité ne ressemblait à rien sur la prairie ouverte. Zelda les emmena à son ancienne académie, maintenant agrandie et florissante. La directrice, Mme Harrington, accueillit Zelda avec une chaleur sincère. Ma chère mademoiselle Lancaster, ou devrais-je dire Madame Whitmore, vous nous avez terriblement manqué. Les filles parlent encore de vos leçons de mathématiques avec admiration. J'enseigne à nouveau, dit Zelda, bien que dans un cadre très différent. Puis-je vous présenter mon mari, Ethan, et nos enfants, Daniel et Rose. Les yeux de Mme Harrington s'écarquillèrent légèrement en voyant les vêtements de rancher rude et le visage buriné d'Ethan, mais quand il lui serra la main et parla avec une courtoisie articulée, son expression se mua en respect. Madame Whitmore m'a parlé de l'excellente éducation dispensée ici, dit Ethan. Je suis reconnaissant pour les bases que vous lui avez données. Elle a utilisé cette éducation pour améliorer de nombreuses vies, y compris la mienne. Ils passèrent une semaine à Boston, visitant des musées et des bibliothèques, assistant à un concert et à une conférence à Harvard. Ethan absorbait tout avec un intérêt avide, posant des questions et faisant des observations qui montraient sa compréhension sophistiquée. Daniel et Rose étaient également captivés, leurs jeunes esprits s'élargissant pour englober ces nouvelles expériences. Mais quand vint le moment de partir, Zelda ne ressentit que soulagement et empressement de rentrer chez elle. Boston était impressionnante, mais ce n'était plus la sienne. La maison, c'était la vaste prairie, la maison du ranch avec sa véranda et sa vue sur un ciel sans fin, la communauté qu'ils avaient construite et la vie qu'ils menaient. « As-tu jamais regretté d'être resté? » demanda Ethan dans le train du retour, Daniel endormi contre son épaule et Rose blottie contre Zelda. « Pas un seul instant, dit Zelda sincèrement. Boston m'a donné l'éducation et l'opportunité, et j'en suis reconnaissante. Mais l'Oklahoma m'a donné un but, de l'amour et un vrai partenariat. Je n'échangerai ce que nous avons pour rien au monde. Le train les ramena vers l'ouest à travers le paysage changeant, vers la terre rouge et l'herbe dorée de la maison. Quand ils arrivèrent enfin au ranch, accueillis par Lily et son mari avec joie et un festin, Zelda sentit la justesse de tout cela s'installer au plus profond de ses os. C'était là qu'elle appartenait, avec cet homme et ses enfants, construisant une vie qui honorait à la fois la quête intellectuelle et la sagesse pratique. Les années continuèrent de passer, marquées par les rythmes de la vie du ranch et la croissance des enfants. Daniel développa une passion pour la médecine vétérinaire, lisant tous les livres sur la santé animale qu'il pouvait trouver et faisant son apprentissage chez le vétérinaire local pendant son adolescence. Rose montra un talent pour les mathématiques qui dépassait même celui de Zelda, résolvant des problèmes complexes avec une compréhension intuitive qui suggérait un avenir brillant. Ethan continua de lire avec voracité, ses intérêts s'étendant à la philosophie et à la théorie politique. Lui et Zelda passèrent d'innombrables soirées à discuter d'idées, à débattre d'interprétations, à remettre en question la pensée de l'autre.
Il siégea au conseil municipal, plaidant pour le financement de l'éducation et des pratiques commerciales équitables. Les gens le respectaient, non pas malgré son départ tardif dans l'éducation, mais à cause de ce qu'il avait accompli par la détermination et le travail acharné. Les ranchs prospéra au-delà de leurs rêves initiaux. Ils employaient plusieurs ouvriers, les traitant équitablement et payant de bons salaires. Ils devinrent connus dans tout le territoire pour leur bétail de qualité et leurs pratiques commerciales éthiques. D'autres ranchers sollicitaient les conseils d'Ethan et l'école de Zelda avait grandi pour servir près de 20 élèves, avec des parents venant de plusieurs kilomètres à la ronde pour donner à leurs enfants l'accès à une éducation de qualité. Quand Daniel eut 18 ans, il annonça son intention d'aller à l'école vétérinaire au Kansas. Zelda ressentit à la fois de la fierté et un pincement au cœur alors que son fils se préparait à partir. Mais Ethan le soutenait sans équivoque. « Va et apprends tout ce que tu peux », dit-il à Daniel. « Ensuite, reviens ici et aide les ranchers de ce territoire. Nous avons besoin de quelqu'un avec tes compétences et ton intégrité. » Rose, à 16 ans, correspondait déjà avec des professeurs de collège pour femmes. Ses articles de mathématiques impressionnaient des universitaires qui ne pouvaient pas croire qu'un travail aussi sophistiqué venait d'une adolescente d'un ranch de l'Oklahoma. Elle avait l'intention de poursuivre des études supérieures en mathématiques pour contribuer au domaine d'une manière qui aurait été impossible pour une femme une génération plus tôt. « Tu leur as donné ça », dit Ethan à Zelda, regardant leurs enfants avec une fierté paternelle. « Ton refus d'accepter que l'éducation était gaspillée pour toi. Ta détermination à utiliser tes connaissances. Cela a donné à nos enfants des possibilités que je n'aurais jamais cru possibles. » « Nous leur avons donné ça », corrigea Zelda. « Ton soutien, ta conviction que la connaissance compte, ton exemple de ne jamais cesser d'apprendre. C'est tout aussi important que n'importe quelle leçon que j'ai enseignée. Ils voient à quoi ressemble un vrai partenariat, ce que le respect mutuel crée. C'est le plus grand cadeau que nous pouvions leur faire. » Par une chaude soirée de juin, avec l'herbe de la prairie dorée au coucher du soleil et les fenêtres de la maison de ranch brillant de la lumière des lampes, Ethan et Zelda étaient assis sur leur véranda. 18 ans s'étaient écoulés depuis ce jour à la gare. 18 ans depuis qu'une fiancée, par correspondance humiliée, avait rencontré un rancher illettré et qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre les pièces manquantes d'eux-mêmes. Daniel était parti à l'école, excellent dans ses études et envoyant des lettres pleines d'enthousiasme pour son travail. Rose était dans la maison, travaillant sur une preuve mathématique qu'elle espérait présenter à une conférence universitaire. Lily et son mari étaient dans leur propre maison, se préparant pour la visite de leur fille avec ses petits-enfants. Le ranch était florissant, le bétail en bonne santé, la terre bien gérée. « Penses-tu parfois à Frederick Corral ?» demanda Ethan, son bras autour de la taille de Zelda, sa tête sur son épaule. « Rarement, » admit Zelda. « Et quand je le fais, c'est seulement pour le remercier silencieusement d'être exactement qui il était. S'il avait été différent, s'il avait valorisé mon éducation, je ne t'aurais jamais trouvé. » « J'y pense parfois, » avoua Ethan, « et je me demande s'il a jamais réalisé ce qu'il a perdu en te renvoyant. Bien que j'espère qu'il a trouvé le bonheur finalement, une femme qui convenait mieux à ses besoins. Mais je suis reconnaissant chaque jour que tu n'aies pas été cette femme. » « J'étais trop instruite pour lui, » dit Zelda avec un sourire, répétant les mots qui l'avaient autrefois piqué. « Et tu as dit, apprends-moi tout ce que tu sais. Tu as vu mon éducation comme précieuse, pas menaçante. Tu voulais apprendre et grandir à mes côtés. Cela a fait toute la différence. Tu m'as tellement appris, » dit doucement Ethan. « Comment lire et écrire, oui, mais aussi comment penser de manière critique, comment remettre en question les suppositions, comment ne jamais cesser de chercher la connaissance. Tu m'as appris que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes et qu'un vrai partenariat signifie respecter les forces de son conjoint. Tu m'as appris que l'amour signifie s'encourager mutuellement à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et tu m'as appris, répondit Zelda, que l'éducation sans compassion est vide, que la connaissance n'est précieuse que lorsqu'elle est utilisée pour améliorer des vies, que la force vient de l'intégrité et de la gentillesse, pas seulement de l'intellect. Tu m'as appris ce que signifie être vraiment vu et apprécié pour qui je suis, pas pour qui quelqu'un veut que je sois. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, alors que les étoiles commençaient à émerger, le vaste ciel de l'Oklahoma s'assombrissant en bleu profond puis en noir. À l'intérieur de la maison, ils pouvaient entendre Rose bouger,
probablement encore en train de travailler sur ses mathématiques. De la grange, l'un des chevaux hennait, un son paisible qui parlait de contentement. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce premier jour? Demanda Ethan. Quand j'ai proposé de t'aider avec ta malle. J'ai dit que je pouvais me débrouiller, se souvint Zelda en riant. J'étais trop fier et trop blessé pour accepter de l'aide. Et j'ai dit que tu étais mieux sans Caril. Je le pensais alors, mais je n'avais aucune idée que j'aurais la chance d'être celui qui t'aimerait à la place. La chance a été la mienne, insista Zelda. Tu m'as vu quand je me sentais invisible. Tu m'as valorisé quand quelqu'un d'autre m'avait jugé sans valeur. Tu m'as demandé de t'enseigner, non pas parce que tu voulais me diminuer, mais parce que tu voulais sincèrement apprendre. Comment aurais-je pu ne pas tomber amoureuse de ça? Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, dit Ethan. C'est ce que je pense. Tu avais besoin de quelqu'un qui appréciait ton esprit, et j'avais besoin de quelqu'un qui voyait au-delà de mon manque d'éducation formelle, la personne en dessous. Nous nous sommes trouvés au moment parfait, quand nous étions tous les deux prêts à construire quelque chose de réel. Alors que la nuit s'approfondissait et que le vent de la prairie murmurait à travers l'herbe, Ethan et Zelda restèrent sur leur véranda, se tenant serrés l'un contre l'autre. Ils parlèrent de leurs enfants et de leurs projets, des livres qu'ils voulaient lire et des améliorations qu'ils voulaient apporter au ranch. Ils parlèrent de l'avenir avec optimisme et du passé avec gratitude. Quand ils rentrèrent enfin, traversant la maison qu'ils avaient construite ensemble, de tant de manières, Zelda s'arrêta pour regarder les étagères qui tapissaient les murs. Des volumes de littérature et d'histoire, de sciences agricoles et de mathématiques, de philosophie et de poésie. Certains étaient les siens depuis le début, transportés dans cette lourde malle depuis Boston. D'autres, ils les avaient acquis ensemble au fil des ans, construisant une bibliothèque qui reflétait leur amour partagé de l'apprentissage. Dans la chambre, Ethan la serra contre lui, l'embrassant avec une tendresse qui n'avait fait que s'approfondir au cours de 18 ans de mariage. « Je t'aime, dit-il simplement. Ma brillante, ma belle femme. Merci de m'avoir choisi, d'être resté avec moi, d'avoir construit cette vie avec moi. Merci de m'avoir demandé de t'enseigner, répondit Zelda, ses mains encadrant son visage. Merci d'avoir été enseignable, de valoriser la connaissance, de ne jamais me faire sentir que j'étais trop. Merci de m'aimer entièrement, même la partie que quelqu'un d'autre a rejetée. Ils firent l'amour avec l'aisance d'une longue familiarité, connaissant le corps de l'autre aussi bien qu'ils connaissaient l'esprit de l'autre. Après, enlacée, Zelda pensa au chemin étrange qui l'avait menée à ce moment. Elle avait été renvoyée comme une marchandise défectueuse, ses plus grands atouts jugés comme des défauts. Elle s'était tenue à cette gare, humiliée et incertaine, sans aucune idée de ce qui allait suivre. Et puis un cow-boy avait proposé de porter sa malle et avait tout changé. Il avait dit « Apprends-moi tout ce que tu sais ». Et il le pensait de tout son cœur. Il avait faim de connaissances, désireux d'apprendre, prêt à grandir. Et en lui enseignant, Zelda avait trouvé son propre but, élargissant sa propre compréhension. Leur partenariat avait créé quelque chose de magnifique, un ranch prospère, des enfants qui réussissaient, une communauté qui valorisait l'éducation et l'équité. Mais plus que cela, il avait créé un amour qui les soutenait tous les deux, une connexion basée sur le respect mutuel et une appréciation sincère des forces de l'autre. 5 ans plus tard, quand Daniel revint de l'école vétérinaire et ouvrit son cabinet près du ranch, amenant avec lui une femme qu'il avait rencontrée à l'école, Zelda et Ethan se tenaient ensemble, regardant leur fils commencer sa propre vie. Rose était partie à l'université, recevant des éloges pour son travail mathématique et envoyant des lettres pleines d'enthousiasme sur ses recherches. « On a bien réussi, dit Ethan en regardant Daniel accrocher son enseigne. « Oui, acquiesça Zelda, et nous n'avons pas encore fini. » Ils continuèrent à enseigner, à apprendre, à grandir. Ethan écrivit des articles sur la gestion de ranch qui furent publiés dans des revues agricoles. Son alphabétisation et ses idées profitèrent aux ranchers de tout le territoire. Zelda agrandit son école, formant d'autres enseignants et créant un programme qui équilibrait la rigueur académique et les compétences pratiques. Quand l'Oklahoma devint un État en 1907, Ethan était là pour signer de son nom la pétition soutenant le statut d'État, sa signature claire et confiante. Il siégea à la première législature de l'État, plaidant pour le financement de l'éducation et le développement rural. Zelda se tenait à ses côtés, conseillant et soutenant,
son esprit aussi vif que jamais. Ils célébrèrent leur 25e anniversaire de mariage avec leurs enfants et petits-enfants réunis autour d'eux. Daniel avait maintenant 2 enfants, tous deux montrant des signes précoces de la curiosité intellectuelle de leur grand-mère. Rose avait épousé un collègue mathématicien et ils attendaient leur premier enfant. À 25 autres années, Tranquil Ethan, levant son verre à Zelda. À l'éternité, corrigea Zelda, faisant teinter son verre contre le sien. Au cowboy qui m'a demandé de lui apprendre tout ce que je savais et qui m'a appris tout autant en retour. Alors qu'ils regardaient le ranch qu'ils avaient construit, la famille qu'ils avaient élevée, la vie qu'ils avaient créée ensemble, Zelda se souvint de cette femme désespérée à la gare, serrant sa malle et sa fierté blessée. Elle se souvint de l'humiliation d'être rejetée, de la peur d'un avenir incertain. Et elle se souvint de la voix qui avait offert de l'aide, de l'homme qui avait vu de la valeur là où quelqu'un d'autre n'avait vu qu'un inconvénient. Être renvoyée pour être trop instruite avait été le plus grand cadeau de sa vie. Cela l'avait mené à Ethan, à ce partenariat, à cet amour. Elle lui avait appris à lire, mais il lui avait appris ce que signifiait être vraiment valorisé. Elle lui avait donné accès au monde de la connaissance écrite, mais il lui avait donné un foyer, un but, un amour qui célébrait plutôt que de la diminuer. Ils vieillirent ensemble dans la prairie, leur amour s'approfondissant à chaque année qui passait. Ils regardèrent leurs petits-enfants apprendre à lire, à attraper le bétail au lasso, à équilibrer l'intellect et la sagesse pratique. Ils s'asseyaient sur leur véranda chaque soir, discutant d'idées et partageant des observations. 2 esprits qui se défiaient et se complétaient. Quand Ethan eut 78 ans et Zelda 76, ils célébrèrent leur 50e anniversaire de mariage. Le ranch était maintenant géré par Daniel, qui s'était révélé aussi capable en gestion qu'en médecine vétérinaire. Rose enseignait les mathématiques dans une université. Son travail publié contribuait de manière significative à son domaine. L'école que Zelda avait fondée était devenue une véritable académie, éduquant des centaines d'enfants et employant une douzaine d'enseignants. 50 ans s'émerveilla Ethan, tenant la main de Zelda. Un demi-siècle depuis que j'ai ramassé ta malle à la guerre. Les 50 meilleures années, dit Zelda, sa voix toujours forte malgré son âge. Chaque jour avec toi a été un cadeau. Tu m'as sauvé la vie, dit Ethan sérieusement. Pas seulement en m'apprenant à lire, bien que cela ait tout changé, mais en me voyant tel que je pouvais être, pas seulement tel que j'étais, en croyant en ma capacité à apprendre et à grandir, en m'aimant assez pour me pousser à devenir meilleur. Tu as sauvé la mienne aussi, répondit Zelda. Tu as valorisé ce que quelqu'un d'autre avait rejeté. Tu m'as fait me sentir précieuse au lieu d'être un fardeau. Tu as créé un espace où je pouvais être pleinement moi-même. Toute mon intelligence, ma passion et mes opinions. Tu n'as jamais essayé de me rendre plus petite pour te sentir plus grand. Ils s'assirent ensemble alors que le soleil se couchait sur la prairie qu'ils avaient appelée leur maison pendant tant d'années, la terre qu'ils avaient travaillée, aimée et sur laquelle ils avaient prospéré. Leurs enfants et petits-enfants étaient à l'intérieur, préparant un festin de célébration. Mais pour ce moment, c'était juste eux deux. La fiancée par correspondance qui avait été renvoyée et le cow-boy qui lui avait demandé de lui apprendre tout ce qu'elle savait. « Je referai tout », dit doucement Ethan. « Chaque moment, chaque défi, chaque joie. Tout exactement pareil, tant que cela me ramenait à toi. » « Moi aussi, murmura Zelda se penchant contre lui. « 1000 fois je te choisirai, toi, cette vie et cet amour. » Ils rentrèrent pour rejoindre leur famille, entourés des preuves d'une vie bien vécue. Des enfants heureux et qui réussissaient, des petits-enfants curieux et gentils, une maison remplie de livres, de rires et d'amour. Le repas fut joyeux, plein d'histoires, de toasts et de célébrations de 50 ans de partenariat. Cette nuit-là, couchés ensemble, Ethan serra Zelda contre lui. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi ?» demanda Zelda, bien qu'elle le sût. « Pour être resté, pour m'avoir enseigné, pour m'avoir aimé, pour avoir construit cette vie incroyable avec moi, pour avoir été trop instruite pour Frederick Corral et parfaite pour moi. » Zelda sourit dans l'obscurité. « Merci de m'avoir demandé de t'enseigner. Merci d'avoir été désireux d'apprendre. Merci de valoriser la connaissance et de respecter l'intelligence. Merci de m'avoir fait sentir que je rentrais à la maison. » Ils s'endormirent comme ils l'avaient fait pendant 50 ans, enlacés, 2 cœurs battant au même rythme.
deux esprits qui avaient trouvé leur parfait accord. Le vent de la prairie murmurait autour de la maison, portant l'odeur de l'herbe, de la terre et du foyer. Les années continuèrent de passer, douces et pleines. Ethan et Zelda restèrent actifs et engagés, bien que l'âge les ralentisse inévitablement. Ils lisaient encore ensemble chaque soir, discutant d'idées et partageant leurs pensées. Ils s'asseyaient encore sur leur véranda, regardant le coucher du soleil et parlant de tout et de rien. Leur amour, éprouvé par le temps et renforcé par l'expérience partagée, restait aussi vibrant que jamais. Quand Ethan eut 83 ans, il tomba malade. Ce ne fut rien de dramatique, juste un lent déclin, son corps cédant finalement après 8 décennies de travail acharné et de vie bien remplie. Zelda le soigna tendrement, lui lisant des livres quand il était trop fatigué pour lire lui-même, lui tenant de la main pendant les longues nuits. Aucun regret, lui dit-il un soir, sa voix faible, mais ses yeux toujours brillants. J'ai vécu une vie pleine et heureuse. J'ai appris à lire. J'ai bâti un ranch prospère. J'ai élevé des enfants merveilleux. Mais surtout, je t'ai aimé et j'ai été aimé par toi. C'est tout, Zelda. C'est le monde entier. Tu es mon monde entier, murmura Zelda, des larmes coulant sur son visage. Tu l'as été depuis ce jour à la gare. Prends-moi une dernière chose, dit Ethan, faisant écho à ses paroles de ce premier soir. Que voudrais-tu savoir? Apprends-moi à lâcher prise. Apprends-moi qu'il est acceptable de se reposer maintenant. Le cœur de Zelda se brisa, mais elle comprit. Tu as assez travaillé, mon amour. Tu as bâti un héritage qui durera des générations. Nos enfants s'épanouissent. Nos petits-enfants sont merveilleux. Le ranch est en sécurité. L'école prospère. Tout ce dont nous avons rêvé s'est réalisé. Il est acceptable d'être fatigué. Il est acceptable de se reposer. Iras-tu bien? Demanda Ethan, sa main serrant la sienne avec une force surprenante. Tu me manqueras à chaque instant de chaque jour, dit Zelda honnêtement. Mais j'irai bien parce que tu m'as si bien aimé que je suis rempli de cet amour. Il me soutiendra jusqu'à ce que je puisse te rejoindre. Ethan mourut paisiblement 3 jours plus tard, entouré de sa famille, la main de Zelda dans la sienne jusqu'à la toute fin. Des centaines de personnes assistèrent à l'enterrement, des ranchers et des citadins, d'anciens élèves et des partenaires commerciaux, tous venus rendre hommage à un homme qui avait vécu avec intégrité et gentillesse. Zelda pleura profondément, mais pas désespérément. Elle avait eu la chance de vivre 55 ans d'un mariage extraordinaire, et c'était plus que ce que beaucoup de gens reçoivent jamais. Elle continua à vivre au ranch, maintenant géré par Daniel et sa famille. Elle continua à lire et à apprendre, à enseigner quand elle en avait de l'énergie. Elle trouva du réconfort auprès de ses enfants et petits-enfants dans l'héritage qu'elle et Ethan avaient bâti ensemble. Elle vécut encore 5 ans, restant vive et engagée jusqu'à la fin. Par une chaude soirée de juin, assise sur la véranda où elle avait passé tant d'heures avec Ethan, Zelda ferma paisiblement les yeux et ne se réveilla plus. Elle avait 81 ans et elle mourut comme elle avait vécu, entourée d'amour, de livres et du vaste ciel de la prairie. À ses funérailles, Rose se leva pour parler de sa mère. Elle a été rejetée pour être trop instruite, dit Rose, sa voix portant clairement. Quelqu'un a décidé que son intelligence la rendait inadaptée, que ses connaissances étaient un défaut plutôt qu'un atout. Mais mon père a vu les choses différemment. Il lui a demandé de lui apprendre tout ce qu'elle savait. Et ce faisant, il lui a fait le plus grand cadeau. Un endroit où son intelligence était célébrée, où son éducation était valorisée, où elle pouvait être pleinement elle-même. Ensemble, ils ont bâti une vie de partenariat et de respect, de croissance mutuelle et d'amour profond. Ils nous ont appris que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes, que l'éducation est une quête de toute une vie et que le véritable amour signifie honorer les forces de l'autre. L'héritage de ma mère n'est pas seulement dans l'école qu'elle a fondée ou les élèves qu'elle a enseignés. Il est dans l'exemple qu'elle a donné de vivre avec audace et authenticité, de ne jamais se diminuer pour mettre les autres à l'aise, de trouver et de nourrir un amour qui célébrait plutôt que de contraindre. Elle était trop instruite pour un homme et parfaite pour un autre. Et en étant parfaite, pour mon père, elle a créé quelque chose de magnifique qui se répercutera à travers les générations. Daniel ajouta son propre hommage, parlant de la transformation de son père par l'éducation et du soutien indéfectible de sa mère.
Les petits-enfants partagèrent des souvenirs de leçons apprises et de sagesse transmise. Le service fut une célébration de deux vies remarquables, entrelacées et complètes. Zelda fut enterrée à côté d'Ethan. Leur pierre tombale simple mais éloquente. Ethan Whitmore, 1854-1937. Il n'a jamais cessé d'apprendre. Zelda Lancaster Whitmore, 1861-1942. Elle n'a jamais cessé d'enseigner. Le ranch continua de prospérer sous la direction de Daniel, et le travail mathématique de Rose influença le domaine pendant des décennies. L'école que Zelda avait fondée devint une institution respectée, offrant une éducation de qualité aux enfants des zones rurales qui auraient autrement eu des opportunités limitées. Leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétuèrent les valeurs de curiosité intellectuelle et de sagesse pratique, de respect et de partenariat qu'Ethan et Zelda avaient incarnés. Et parfois, par les chaudes soirées où le vent de la prairie murmurait à travers l'herbe et où le ciel devenait doré au coucher du soleil, les gens juraient ne pouvoir voir deux silhouettes sur la véranda de l'ancienne maison du ranch. Un couple âgé assis l'un près de l'autre, lisant, parlant et étant simplement présents l'un pour l'autre. Une fiancée par correspondance qui avait été renvoyée pour être trop instruite et un cow-boy qui avait dit « Apprends-moi tout ce que tu sais ». Toujours ensemble en esprit comme ils l'avaient été dans la vie, leur histoire d'amour tissée dans le tissu même de la terre qu'ils avaient appelée leur maison. Leur histoire devint une légende en Oklahoma, transmise de génération en génération comme un exemple de ce qui était possible lorsque les gens voyaient au-delà des limitations de surface pour reconnaître la vraie valeur. C'était une histoire de seconde chance et d'amour inattendu, du pouvoir de l'éducation et de l'importance du respect. C'était une histoire qui rappelait aux gens qu'être trop pour une personne signifiait simplement que vous n'aviez pas encore trouvé la bonne personne, celle qui célébrerait plutôt que de diminuer tout ce que vous étiez. Et au fond, c'était une histoire d'amour. Simple et profonde, construite sur une admiration mutuelle et un partenariat authentique, perdurant à travers des décennies de travail et de joie, de défis et de triomphes, c'était l'histoire de deux personnes qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin, qui se sont enseignées des leçons incommensurables et qui ont bâti ensemble une vie qui honorait leurs deux vérités. En fin de compte, c'était la plus grande leçon de toutes. Que le véritable amour ne vous demande pas d'être moins que ce que vous êtes. Il vous invite à être plus, à grandir, à apprendre et à vous épanouir. Il célèbre vos forces et vous soutient dans vos faiblesses. C'est un partenariat d'égaux, chacun apportant des dons différents pour créer quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre pourrait accomplir seul. Zelda Lancaster avait été trop instruite pour Frederick Corral, mais pour Ethan Whitmore, elle était exactement ce qu'il fallait. Et dans cette correspondance parfaite, dans cette reconnaissance, ce respect et cet amour profond et durable, ils avaient créé quelque chose qui durerait bien au-delà de leur propre vie. Un héritage d'apprentissage et de partenariat, de courage et de compassion, de deux cœurs qui battaient à l'unisson depuis ce premier moment à la gare jusqu'à leur dernier souffle et au-delà. La prairie se souvenait d'eux. L'école les honorait. La famille qu'ils avaient créée perpétuait leurs valeurs, et leur histoire continuait d'inspirer quiconque l'entendait. Un rappel que le fait d'être rejeté par la mauvaise personne signifiait souvent que vous étiez redirigé vers la bonne, et que les plus grandes histoires d'amour ne sont pas construites sur le compromis, mais sur la célébration de tout ce que deux personnes peuvent être ensemble.